Les débats aujourd'hui, nous sommes ensemble, vous le savez, pour le 10h midi, pour commenter l'actualité avec vous. Vous êtes évidemment invités à participer à notre débat au 0826 300 300. Ce matin, pour commenter l'actualité, eh bien, nous avons Éric Verhaeghe, entrepreneur. Bonjour, cher Éric. Vous êtes entrepreneur et fondateur du blog politique Le Courrier des Stratèges. Alexis Poulain, directeur de la publication du Monde Moderne. On vous retrouve le mardi matin pour l'édito politique dans le Grand Matin Sud Radio. Nelly Garnier, vous êtes conseillère de Paris, porte-parole du groupe Changer Paris. François Coq, enseignant, essayiste. Vous avez publié L'impératif démocratique. Bonjour à tous. Va-t-on vers une vaccination obligatoire? Alors ce matin, Jean Castex était en tété sur Twitter parce que bon, on vient de fustiger Twitter, mais en même temps, c'est aussi un moyen de prendre une certaine température. Et donc, Jean Castex, dans un projet de loi de réforme de la santé, semble se diriger vers la proposition des députés UDI qu'on a abordée en début de semaine, à savoir une vaccination, un vaccin obligatoire pour aller dans certains lieux. La France est-elle une passoire? On l'a évoqué hier aussi, mais on vous repose la question. Certains s'interrogent sur ces Eurostars qui sont arrivés sans aucun contrôle, sur ces Français qui sont partis skier en Suisse, sur ceux qui reviennent de Dubaï, sont-ils bien contrôlés, entre autres? On en parle. Et puis, point de deal, est-ce que c'est aux citoyens de les signaler à la police? C'est ce que souhaite en tout cas Gérald Darmanin. Petit tour de table de ce qui a retenu votre attention aux uns et aux autres. On va commencer peut-être avec Nelly. Oui, bonjour à tous. Alors moi, c'est une petite initiative qui m'a plu, c'est un coup de cœur, c'est un enseignant à l'université de Nantes qui a donné cours dans la rue pour permettre aux étudiants de se retrouver, puis pour tirer la sonnette d'alarme sur leur détresse. Et c'est vrai que depuis plusieurs mois, on a beaucoup entendu le président de la République dire que c'est difficile d'avoir 20 ans en 2020. Et donc, tout le monde a eu tendance à penser, oui, c'est difficile parce qu'on ne peut pas sortir, on ne peut pas voir ses amis, on ne peut pas faire la fête. Et je crois qu'on n'a pas assez dit que c'est très difficile de rater cette entrée dans le supérieur, qui est un cap déterminant de la vie et puis qui conditionne toute la suite de vos études, de votre vie professionnelle. Et parfois, les familles, elles se saignent pour payer ne serait-ce qu'une année d'études. Et donc, le redoublement n'est pas envisageable. Et donc, voilà, je trouvais que c'était une belle initiative qu'a eu ce professeur et qui montre que le rôle C'était où? C'était à Nantes, c'était à l'université de Nantes et ça montre que parce que c'est pas toujours facile non plus d'être dehors en fonction de la météo. On se souvient aussi de Jean Castex qui a suggéré aux gens de réveillonner dehors. Si on n'est pas dans le sud et qu'il fait pas beau, c'est un peu compliqué. Mais c'est surtout symbolique, mais voilà. Et puis je pense que symboliquement, on a aussi besoin d'envoyer des messages pour nos enseignants, nos professeurs. On restera quand même l'année marquée par l'assassinat de Samuel Paty, qui aura été un tournant quand même ou un événement très fort pour tout le pays. Et donc voilà, c'était mon coup de cœur de la semaine. Eh ben c'est bien. Non, c'est Jérôme Salomon effectivement qui avait dit pourquoi pas faire vos repas de Noël dehors. François, on reste dans les études, dans l'université. On pense effectivement à tous ces étudiants qui ont une année très très perturbée et au-delà de l'année qui sont sans ressources pour un grand nombre d'entre eux qui comptaient sur des petits boulots pour financer leurs études et qui se retrouvent dans cette situation difficile. François, vous, votre coup de cœur, c'est pour le Conseil constitutionnel. Oui, ce que je souhaitais évoquer n'est pas sans lien avec ce que vient de dire Nelly Garnier, parce que l'initiative de cet enseignant nantais, de fait, prouve que l'université a vocation à être tournée vers l'extérieur, à être tournée sur le monde et à être en prise avec la société. Et fort heureusement, hier, le Conseil constitutionnel a censuré le délit d'entrave dans les universités qui était contenu dans la loi de programmation sur la recherche. Donc vous savez qu'elle a suscité une très très grande colère dans le milieu universitaire, tant du côté des étudiants que du côté des enseignants. Et cette mesure délit d'entrave dans les universités faisait que d'une certaine façon, l'université n'était plus le lieu de circulation de la parole, le lieu de la dispute intellectuelle, ce qui fait qu'il y a un lien entre le monde extérieur et l'université elle-même où tous les sujets peuvent être abordés, discuter et où on forge du commun. Eh bien, heureusement, le Conseil constitutionnel a mis bon ordre à cela, parce que cette mesure visait notamment à abolir la franchise universitaire. Vous savez, ce qui fait que les
forces de l'ordre n'interviennent au sein d'une université que si le président de l'université a recours à celle-ci. Et donc, peut-être que l'université va pouvoir rester ce qu'elle a toujours été avec cette dimension universelle, justement, c'est-à-dire la totalité, l'ensemble du collectif humain et les questions qui seront traitées. Un dernier point quand même là-dessus, je note qu'on a besoin du Conseil constitutionnel pour faire face aux assauts assez liberticides de ce gouvernement, de la même manière que le Conseil d'État, depuis le début du quinquennat, est en première ligne. Autrement dit, le juge administratif et le juge institutionnel et constitutionnel sont les remparts, mais ça montre aussi que les oppositions politiques, les oppositions institutionnelles, la démocratie représentative aujourd'hui dans le cadre du Parlement est de moins en moins en capacité aujourd'hui de permettre aussi des terrains d'atterrissage et qu'on en arrive à une butée qui, d'une certaine façon, et même si je me réjouis de cette décision, pose quand même certains problèmes et devrait nous interroger pour la suite. Alexis Poulain, un coup de cœur, un coup de gueule. Un coup de gueule sur les plateformes des réseaux sociaux, Twitter et Facebook, qui mettent en avant d'abord leurs règles de la communauté avant les lois des États dans lesquels ils opèrent. On a vu Twitter censurer des comptes politiques comme celui de Marcel Effland, par exemple, simplement sur une image, parce qu'il avait mis en scène une Marianne avec un gilet jaune et un CRS. Et puis on a vu ce déchaînement de haine, on en parlait à l'instant, lors de l'élection de Miss France, haine antisémite. Et là, Twitter a mis beaucoup de temps à réagir. Donc on peut se poser des questions sur le choix de ces plateformes de censurer plutôt un nichon que de la parole antisémite ou bien les vidéos de décapitation. Elles ont un vrai problème de modération, ça c'est pas nouveau, mais il y a un vrai problème aussi politique au sein de ces plateformes. C'est le cas aussi de Facebook, qui fait en sorte d'invisibiliser des pages entières d'actions citoyennes, gilets jaunes ou autres. Et là, on fait comme si c'était normal, comme si cette censure privée était de fait concomitante à la nouvelle démocratie. Je trouve ça extrêmement inquiétant, le poids que prennent ces plateformes dans le débat public, surtout à l'approche d'une élection présidentielle en 2022, surtout quand on sait qui sont les gens qui sont maintenant à la tête de ces plateformes. Twitter, par exemple, avait embauché une ex-LREM qui travaillait au Sénat, Laurent Soli, ancien Sarkoboy, qui est à la tête de Facebook. Donc, ils ne sont pas dénués de visée politique, ou moins de biais politique. On voit aussi la façon dont les tweets de Donald Trump sont systématiquement maintenant limite censurés par Twitter, au moins marqués « Attention, il raconte n'importe quoi ». C'est pas le seul, beaucoup de gens racontent n'importe quoi sur Twitter, rassurez-vous. Donc, il y a un vrai ras-le-bol par rapport à la liberté qu'ont ces plateformes finalement de faire n'importe quoi et à la façon dont elles travaillent main dans la main avec les gouvernements pour mettre en place un agenda de censure de la parole politique. Ça m'inquiète au point, et je trouve qu'on ne prend pas la portée grave finalement d'absence de modération et de mise en jeu de la démocratie réelle, parce que derrière, ce sont des outils d'influence. Oui, moi je voudrais comprendre, en fait, je ne jette pas totalement le seau de pierre à Twitter, je voudrais comprendre comment ça fonctionne. Twitter, Facebook, on a Xavier qui me dit, pour avoir écrit que les Français sont débiles par rapport au Covid-19, je suis banni 1 mois de Facebook et Messenger. C'est effectivement, on a un petit peu de mal à comprendre. Et puis nous, on est envahis par je dois le dire, par comment ça s'appelle, les marabouts sur notre compte Twitter, Facebook. Régulièrement, des marabouts qui vous proposent de guérir les hémorroïdes, voilà, entre autres. Ça, et les sourates du Coran aussi qui passent assez souvent pour dire attention, infidèle. Quand on parlait de Samuel Paty, moi j'avais aussi à modérer des tonnes et donc des tonnes. Moi j'aimerais comprendre, c'est pour ça que je voulais avoir le patron de Twitter, pas seulement pour le mettre en cause, mais comprendre pourquoi et comment ça marche. L'absence de transparence fait qu'on ne peut pas comprendre, et c'est ça qui est grave, parce que l'algorithme finalement, il décide de ce qu'ils veulent, et sous le capot, derrière, il y a quand même un plan de censure politique et pas du tout de protection contre les discours de haine. Je pense que c'est très aléatoire et que c'est très... Nelly, vous vouliez intervenir, mais on y revient. Oui. On y revient dans un instant, on marque une pause, c'est l'heure du journal, des infos, et on se retrouve après, on va parler de ce virus et puis de ce vaccin quasi obligatoire, peut-être. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio pour commenter l'actualité, avec aujourd'hui pour débattre François Coq, enseignant, essayiste, Nelly Garnier, conseillère de Paris, porte-parole du groupe Changer Paris, Alexis Poulain, journaliste, directeur de la publication du Monde Moderne, et Éric Vérag, entrepreneur et fondateur du blog politique Le Courrier des Stratèges. Vous voulez revenir sur avant de passer je ne vous ai pas oublié, Éric Vérag, au coup de gueule d'Alexis Poulain. Nelly Garnier voulait revenir sur ce que disait Alexis Poulain, justement.
Je voudrais revenir parce qu'effectivement, je trouve qu'on a des interventions ce matin qui sont finalement assez alignées. C'est vrai qu'on a une explosion de la violence, on a la menace terroriste, on a le risque sanitaire, on a beaucoup de choses qui font qu'on doit protéger les citoyens et on doit se donner des moyens d'action. Mais les moyens d'action, c'est pas restreindre les libertés individuelles n'importe comment. Et c'est vrai que, par exemple, le Conseil constitutionnel avait censuré la loi Avia sur les contenus haineux. Non pas qu'il ne faut pas se poser la question de tous ces contenus haineux sur les réseaux sociaux, sur les plateformes digitales, mais parce qu'il avait considéré qu'elle était mal rédigée, qu'elle ouvrait un champ trop large. Et c'est le problème aujourd'hui de quand on veut lutter contre un fait précis qui peut être avec une qualification pénale contre l'antisémitisme ou du contenu qui favorise une idéologie islamiste et qu'on ouvre là un champ trop large, on se retrouve à faire de la censure politique sur Donald Trump ou sur d'autres types de partis politiques. Et c'est vrai que l'enjeu, il est là. Il ne faut pas donner la responsabilité aux plateformes parce que la plateforme, c'est pas un régulateur juridique, c'est juste un média. Et il faut poser très fermement quel type de contenu doivent être retirés. Eh bien, c'est quand il y a une qualification pénale. Et aujourd'hui, il y a un texte qui est en cours au niveau européen, c'est le DSA là-dessus, c'est du contenu illicite. Et aujourd'hui, je pense que ce qui ne va pas, c'est quand on entretient le flou et qu'on tombe dans la censure. C'est pas aux plateformes de censurer elles-mêmes. Le rôle des plateformes, c'est de se conformer aux législations et aux réglementations. Et c'était pas le cas dans ce qui a été, dans les textes qui ont été en cours. Il faut absolument protéger nos libertés individuelles en ce moment. Je crois qu'il faut le répéter. Et il y a un texte européen en cours et qui m'a l'air beaucoup plus sensé que les initiatives qui avaient été prises par le gouvernement au niveau français. Alors, Éric Vérague, coup de cœur. Je fais un coup de cœur, je vais quand même réagir sur ce que vient de dire. Oui, vous voulez réagir, oui. Non, mais c'est important comme débat. Hein, tout à fait, mais je pense que une fois de plus, la meilleure protection des libertés, c'est la fin des monopoles et c'est la concurrence. Et aujourd'hui, on a un problème, c'est qu'en effet, Facebook, Twitter en partie, ont une position quasi monopolistique. Et je pense que la meilleure mesure pour protéger nos libertés, c'est de démanteler Facebook au minimum et probablement de démanteler Twitter pour ouvrir une vraie voie aux concurrences et notamment à des réseaux qui sont beaucoup moins répressifs ou beaucoup moins arbitraires que les réseaux américains. Ouais. Mais je voulais d'ailleurs dans la lignée de ce que je dis souligner, et il m'arrive rarement de dire du bien du monde, je voulais aujourd'hui dire du bien du monde puisqu'il consacre... Le journal Le Monde, hein, le quotidien. Le journal Le Monde. Oui, parce qu'on pourrait croire que vous ne dites pas bien du monde en général, du monde humain. Une position très philosophique souvent, donc c'est le quotidien Le Monde, effectivement. Le quotidien Le Monde, le journal de Xavier Niel. Oui. Dont je dis souvent beaucoup de mal, mais qui aujourd'hui a consacré, de mon point de vue, une très bonne enquête, très fouillée, à l'origine du coronavirus. Et je tenais à la signaler, puisque ceux qui s'intéressent un peu à cette question lisent régulièrement sur des sites complotistes comme celui du CNRS ou de l'INSERM des interviews de scientifiques qui disent l'hypothèse qu'une chauve-souris ait fait 400 km pour aller mordre un pangolin qui a mordu un Chinois qu'on n'a jamais trouvé est assez faible. Mais chaque fois qu'on dit il y a quand même des gens des scientifiques qui mettent ça en doute, on se fait taxer de complotisme. Et pour une fois, et Le Monde d'ailleurs a largement abondé dans cette veine, et pour une fois, Le Monde a accepté de dire ce que les scientifiques reconnaissent quand même depuis plusieurs mois, c'est que l'hypothèse d'une origine humaine du virus est non seulement pas à exclure, mais elle est même très plausible et plus plausible qu'une origine naturelle. Alors, ce que je trouve dommage, c'est que pour amener cette parole qui, objectivement, en temps normal, est assez neutre, Le Monde soit allé chercher un scientifique belge et pas un scientifique français, puisque la terreur intellectuelle dans ce pays est telle qu'aucun scientifique français n'ose prendre la parole dans un grand média pour remettre en cause les élucubrations officielles de la propagande. Mais je trouve déjà un bon signe que Le Monde puisse consacrer une très longue enquête au fait que très vraisemblablement, l'origine du virus n'est pas celle qu'on nous dit, et qu'en tout cas, elle mérite une étude approfondie. C'est nécessaire parce que c'est ce qui fait que trop de gens se tournent vers des thèses conspirationnistes ou bien des vidéos YouTube, des choses comme ça, parce que je crois que les médias n'ont pas assez creusé les questions qui fâchent.
à la base, les gens se posent simplement des questions et ils ne trouvent pas les réponses. Et ils vont trouver des réponses qui ne sont pas forcément les bonnes, qui sont des mises en scène, qui sont des théories. La question posée sur l'origine du virus, elle est posée par le CNRS, elle est là depuis le début. Depuis le début aussi, vous avez des médias mainstream qui ne sont pas taxables de complotisme, qui ont expliqué que le labo P4 de Wuhan avait effacé toutes les preuves dès le mois de janvier, février, et qu'il n'y avait plus rien là-bas, et que les membres de l'OMS n'ont toujours pas accès au lieu où aurait débuté cette épidémie. Donc oui, toutes les questions sont sur la table, et c'est important que les médias les prennent, même si c'est des questions difficiles, délicates. Et ce que disait Eric sur le danger de la parole officielle, de la propagande officielle, aujourd'hui on a en France un ordre des médecins qui est en train de devenir une inquisition et qui dit qu'un professeur... Je ne suis pas d'accord avec vous, je ne suis pas d'accord avec vous. L'ordre des médecins, c'est toujours distingué par son inaction face à des comportements absolument... Mais ça, c'est votre point de vue, parce que vous défendez le professeur Raoult, que vous défendez le professeur Perron. Maintenant, il y a peut-être des bases sur lesquelles le Conseil de l'ordre se base pour intervenir. On n'a pas besoin d'inquisition. Aujourd'hui, on a au sein de... Mais le Conseil de l'ordre, l'inquisition, c'est quoi? C'est quoi l'inquisition? C'est dire aux gens, vous n'avez pas le droit de dire ça, ça suffit. Or non. Je suis désolé, quand on dit ce qu'a dit le professeur Perron, à savoir que les médecins touchaient de l'argent quand ils déclaraient des cas de Covid, non, il n'a pas le droit de dire un truc comme ça. Donc c'est normal que le... Pardon? Oui, mais le Conseil de l'ordre est dans son rôle quand il condamne. C'est pas de l'inquisition, c'est de réglementer. Il joue son rôle qu'il aurait dû jouer depuis très longtemps déjà. Pour avoir dit ça, et c'est pas le seul à avoir dit des conneries. Donc à un moment, je crois que c'est pas très sain comme débat d'avoir un ordre des médecins qui est en train de se positionner pour censurer une parole contre une autre. Laissons-les se mettre d'accord. Pourquoi ils feraient pas un grand colloque, un grand Grenelle, un grand Ségur, un grand je sais pas quoi, pour discuter, simplement dire attendez. Prouvez-nous pourquoi la France n'est pas capable de mettre en place qui refuse le débat? Prenons le cas du professeur Raoult, sur lequel je ne fais pas de fixette, mais a-t-il accepté de débattre une seule fois face à un médecin? Alors, il ne les estime pas à son niveau, mais il a refusé toutes les confrontations face à des médecins qui avaient un avis différent du sien. Et je suis désolée. C'est dommage. Oui, c'est dommage, mais le Conseil de l'ordre, quand vous dites de l'inquisition, il va y avoir vraisemblablement une enquête pour savoir ce qui s'est passé et pourquoi ils ont décidé de poursuivre certains médecins. Enfin, je trouve que le mot d'inquisition est absolument... m'inquiète sur la censure et justement le côté on ne peut pas dire des choses, notamment scientifiques, avérées. Alors après, des fake news, c'est autre chose, mais sur un virus dont on ne connaît toujours pas l'origine, sur des vaccins dont on attend de voir l'efficacité réelle, tout ça mérite question, elles sont là, et on n'a pas le droit de dire « je doute ». Voilà. Or, il est temps de douter. Si, parce qu'il y a eu d'autres médecins qui n'étaient pas d'accord. Je peux faire le débat avec vous. Je ne sais pas ce que vous en pensez les uns et les autres. C'est toujours aussi passionnel. Non, mais on va en reparler sur le vaccin. Mais moi, c'est vrai que ce qui m'a un peu choqué, c'est que maintenant, on parle beaucoup de complotisme pour tout. Et c'est vrai, on parle de... Moi, vous savez, il y a quelque chose qui me marque, c'est que quand on a dénoncé la confiscation du pouvoir par une même élite qui maintenait le pouvoir. Alors, l'insulte pour tout le monde, c'était le populisme. Et là, on a l'impression que quand on dénonce le fait qu'il y ait une même élite intellectuelle, scientifique, qui est la parole officielle, quand vous êtes un autre discours, on vous taxe de complotiste. Ce sont les mêmes mécaniques. Ce sont les mêmes mécaniques. Et moi, ce qui m'a choqué, c'est des études qui disent, alors dans le complotisme, il y a les anti-masques et puis il y a les gens qui pensent qu'on n'a pas marché sur la Lune. C'est pas vrai, parce que vous portez un discours moralisateur sur des choses qui n'ont rien à voir. Aujourd'hui, ce qu'il y a, c'est que vous avez un très grand flou et puis vous avez une défiance qui s'est installée par rapport à nos autorités scientifiques et à nos systèmes de santé liés au fait qu'il y a des choses qu'on ne savait pas, qu'il y a eu des revirements, qu'il y a eu aussi, et il faut le dire, la France est le pays du Mediator. Vous savez, il y a eu un avant et un après Mediator, et la confiance dans un système, ça met des années à se construire. Il y a eu le sang contaminé. Oui, il y a plus longtemps. Et après, quand vous avez perdu la confiance, ça se fait très vite et on remet des années à... Moi, sur les gens qui ne veulent pas se faire vacciner, on va avoir l'occasion d'en reparler. Mais moi, je ne leur mets pas un discours moralisateur sur eux. Je crois que ça doit surtout nous alerter sur le fait que aujourd'hui, on a un travail pour reconstruire la confiance de la population envers ses autorités scientifiques et le système de santé. Et tous les revirements
du gouvernement pendant la crise, parfois même les mensonges, quand on n'avait pas de masque ou autre, eh bien, ils n'ont pas aidé. Et donc, il faut un devoir de pédagogie et il faut un devoir de transparence. On tirera les leçons de cette crise où on a vu que probablement elle a affaibli quelque chose dans la parole scientifique, parce qu'on a vu que on pouvait avoir 10 médecins autour de la table, ils avaient 10 avis différents, et ça veut dire quelque chose quand même pour la population. Oui. Allez, on va marquer une pause et vous réagirez. Ça fait partie du débat effectivement sur le vaccin, sur le doute qu'il peut y avoir et sur cette décision. Enfin, on va voir si effectivement c'est ce qu'annoncera Jean Castex, à savoir une vaccination qui permettrait de circuler plus facilement, ce qui reviendrait à une vaccination obligatoire. Mais moi, je rejoins Éric Verhaeghe. Je ne suis pas dogmatique sur le fait que ce virus, on ne sait pas d'où il vient et qu'il y a eu très peu d'informations sur le sujet. Et voilà, allez, on se retrouve dans un instant, à tout de suite. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, on est en direct, 0826 300 300 si vous voulez réagir à nos débats. Donc nous évoquions avec Éric Verhaeghe et son coup de cœur pour le journal Le Monde, qui évoquait la piste de l'origine du vaccin, qui serait non pas accidentelle mais bien humaine, c'est une possibilité. Je ne sais pas, François Coq, vous voulez réagir à ça et à la défiance, et on va en reparler avec la vaccination qui va commencer dans quelques jours, cette défiance qui est effectivement, et on l'a dit et redit, due aussi à un manque de communication et de transparence du gouvernement. Oui, elle est due à ce qui s'est passé depuis le début de la crise, qui a joué le rôle de catalyseur dans la dislocation de l'acceptation d'une parole commune. Mais à un moment donné, il faut bien réaliser qu'on est là par rapport à une crise majeure. Autrement dit, il n'y a plus de lieu de régulation de la parole dans ce pays. Le moindre sujet aujourd'hui devient un sujet de clivage extrême, où des camps se forment de part et d'autre, qui ne peuvent plus dialoguer, qui ne s'entendent plus. Et une société ne peut pas fonctionner dans la durée comme cela. Il faut recréer ces cadres. Et le problème, c'est que celles et ceux qui sont aujourd'hui aux manettes sont les moins bien placés pour faire ça. Parce qu'ils sont eux-mêmes ceux qui ont jeté de l'huile sur le feu, on l'a dit, avec tout l'épisode de la gestion de crise depuis le mois de janvier dernier. C'est-à-dire que ça fait 1 an qu'on a une parole qui est totalement invalidée. On va le voir dans un instant quand on va aborder la question de la vaccination. Mais enfin, le président de la République, Emmanuel Macron, disait le 24 novembre, c'est-à-dire il y a moins d'1 mois, il dit « je veux être clair, je ne rendrai pas la vaccination obligatoire voilà. ». Il y a 2 semaines sur le média Brut, il disait qu'il fallait être honnête et transparent, c'était ses mots, en disant qu'on ne sait pas tout sur le vaccin, qu'on ne sait pas tout sur le virus, et donc que la vaccination ne pouvait pas être obligatoire. Et qu'est-ce qu'on a depuis hier? On a un projet de loi qui est un véritable passage en force et qui, sans rendre la vaccination obligatoire, vise à contraindre les gens à se vacciner pour pouvoir continuer à vivre. Donc on a là d'un côté une parole qui est une parole d'une certaine façon publique mais à visée électorale, et de l'autre des passages en force permanents qui visent à contraindre le peuple. Alors on a une auditrice, Catherine, qui nous dit: vous allez voir, décret de Castex allant vers un vaccin obligatoire, et Zorro, Macron va arriver pour marquer son autorité et dire pas question, Castex, le punching ball de Macron, il est payé pour ça et il aime ça. Est-ce que c'est une stratégie politique? Mais c'est vrai que depuis ce matin, on voit que ça réagit énormément, puisque Jean Castex a présenté un projet de loi instituant un régime pérenne de gestion des urgences sanitaires. Et l'objectif du texte, dit-il, c'est de nous préparer à la fin de l'état d'urgence. Et il y a un article quand même qui prévoit la possibilité que les déplacements et l'accès à certains sites soient limités en cas de non-vaccination contre le coronavirus. Donc ça revient à instaurer une sorte de passeport vert, ce qu'avait proposé Valérie Six, la députée UDI. Passage en force ou pas alors? Qui veut réagir? Moi, effectivement, pourquoi est-ce qu'ils vont pas sur une vaccination obligatoire? On peut se le dire, c'est parce qu'on n'a pas de recul et qu'ils s'exposeraient à des procès, à des conséquences juridiques. Donc c'est vrai que faire un subterfuge pour forcer quand même les gens à le faire sans le rendre vraiment obligatoire, donc en se protégeant comme pouvoir public, je trouve que c'est pas forcément la bonne solution. Je pense qu'il faut obtenir le consentement, il faut de la pédagogie et comme il a été dit, je ne vois pas comment on peut avoir eu la parole du président de la République sur Brut, qui dit qu'on ne sait pas tout de ce vaccin, et ensuite aller dire aux gens qu'il faut absolument se faire vacciner. L'erreur originelle, elle est là. Et vous avez vu qu'en quelques jours,
le pourcentage de gens qui ont dit qu'ils ne voulaient pas se faire vacciner, il a été énorme. Là, il y a un sondage qui est sorti hier, vous avez 76% des soignants d'EHPAD qui ne souhaitent pas se faire vacciner. Et on sait très bien que ce sont des personnels qui habituellement se font davantage vacciner contre la grippe hivernale. Donc ça veut dire que, en France, faut pas se mentir, il y a 11 vaccins obligatoires qui conditionnent la scolarité. Les Français ne sont pas des anti-vax effrénés qui refusent tout vaccin. Seulement quand on vous dit c'est comme cette maladie, on ne sait pas ce que ça va donner ce vaccin, forcément ça vous refroidit. Oui. Éric Verhaeghe, on a déjà eu ce débat et c'est ce que vous disiez la semaine dernière. Mais je vais quand même ajouter quelque chose, c'est que je pense que nous assistons, sans le dire, à une réaction autoritaire des élites qui considèrent qu'elles doivent, par tout moyen, reprendre le contrôle d'une situation qui leur échappe. Et je pense que je vois bien ce que fait, et on voit tous bien ce que fait Castex. Il se dit, ni vu ni connu, on va glisser ça au détour d'une phrase dans un texte fourni, on va faire passer ça entre Noël et Nouvel An, et hop, tout le monde est en vacances et ça va pas réagir. Et finalement, ça va passer comme une lettre à la poste. De toute façon, il suffit de faire du bon taux et les gens n'y verront rien. Et cette vieille réaction, cette vieille attitude que moi j'ai connue quand j'étais petit, j'étais haut fonctionnaire, consiste à dire on va les entourlouper, de toute façon c'est des cons, ils ne comprennent rien. Je crois que le gouvernement n'a pas compris, et les élites parisiennes en général n'ont pas compris que ça ne passe plus et que notamment avec les réseaux sociaux, ça n'est plus possible de faire comme avant parce que non seulement l'information circule, mais les gens peuvent se liguer ou se syndiquer. Et donc c'est l'illustration de mon point de vue de l'erreur de calcul manifeste que sont en train de faire que commet la caste qui domine la société. C'est qu'elle n'a pas compris le rapport de force et elle n'a pas compris que les vieilles méthodes la mettent en danger et qu'à force de tirer sur la corde, tôt ou tard, elle va casser. Personne ne sait quand la corde va casser, mais moi, je pense que Castex a sous-estimé la nature de la méfiance ou de la distance des Français vis-à-vis de la vaccination. Il n'a pas compris la profondeur de l'iceberg et je pense qu'il est en train de s'attaquer à quelque chose qui va faire beaucoup de mal. Je voudrais juste dire quelque chose parce qu'on a des auditeurs qui réagissent sur Facebook. S'il vous plaît, ne parlez pas d'étoiles jaunes. Je veux dire, non, mais ça c'est pas possible. Des auditeurs, donc je le dis parce que ce sont des propos qui sont pas acceptables. Donc je le dis, je pense qu'il faut modérer ces propos et je vous demande, en tout cas, même s'ils ne sont pas très nombreux, ça revient quand même assez régulièrement. Donc ce n'est évidemment pas comparable et la comparaison n'est pas acceptable et pas admissible. Pardon, Alexis. On n'a pas parlé de ça. Non, on parlait de confiance et c'est vrai, ces gens. Je pense qu'il disait la confiance se gagne en gouttes et se perd en litres. Et là, c'est des hectolitres de confiance qu'on a perdu et on n'est pas prêt de la gagner. Et le problème des élites telles qu'Éric les décrivait, c'est que plutôt que d'essayer de relier un lien de confiance, on voit bien qu'ils vont simplement essayer de censurer là où la parole libre circule, là où on peut se syndiquer, se liguer, là où se font les solidarités, les réseaux sociaux en l'occurrence. Donc cet agenda de censure, il est réel. La technosurveillance, elle est réelle. Elle est dans les textes en train d'être étudiée. Le Conseil constitutionnel, dernier rempart, est en train de dire attention, on est en train de quitter gentiment le cadre de l'état de droit sous prétexte de loi d'urgence sanitaire. On ne peut pas accepter ça. Et je crois qu'il y a une inadéquation de la façon de gouverner, effectivement, parce que démocratie finalement très peu représentative parce qu'on se retrouve avec des gens qui ne représentent pas et qui n'ont pas de lien. Le problème d'En Marche, c'est un parti hors sol. Aujourd'hui, ils n'ont que trop peu d'élus locaux, donc ils sont incapables de savoir comment ça se passe en réalité, quelle est un peu la température de l'eau dans le pays. Et on arrive à ce moment où finalement on a deux mondes, un monde rêvé, projeté. Emmanuel Macron qui donne son interview aujourd'hui en disant oui, toutes les autorités sont contestées. Oui, elles sont contestées parce qu'il y a une absence de confiance et parce que les autorités n'ont pas le lien ou la compréhension finalement des mouvements profonds des sociétés. Et ça, c'est quoi? C'est les moments pré-révolutionnaires finalement quand les élites ne comprennent plus le monde. Et on est en plein dedans. Et c'est triste parce qu'il n'y a pas de moyen de récupérer, si ce n'est refaire des élections, voir un système aussi électoral qui permettrait une vraie représentativité.
il n'y a qu'à voir hein, les profils des députés. Aujourd'hui, vous avez très peu d'ouvriers, très peu d'employés, très peu de salariés. Et ça, c'est pourtant le gros de la population française. Tout ça fait qu'on en arrive là, mais c'est des années et des années de stratification qui arrivent à terme aujourd'hui, parce que réseaux sociaux, parce qu'horizontalité, parce qu'on a une autre façon de s'informer, on a une autre façon de voir le monde. Et là, il n'y a pas de solution miracle, à part revoir peut-être soit les institutions, 6e République, soit le mode de scrutin avec la proportionnelle, hein, qui est toujours le serpent de mer qu'on ne veut surtout pas mettre en place. Mais pourtant, ce serait un moyen de refaire un pacte démocratique qui est bien attaqué aujourd'hui. Allez, on se retrouve dans un tout petit instant, on marque une pause, on se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio. On va parler de ce projet, de cet article qui fait polémique, qui est une sorte de vaccination obligatoire déguisée. Et puis la question de savoir si la France se protège suffisamment et si les entrées dans notre pays sont suffisamment contrôlées. Est-ce que finalement ça a un sens ou pas de contrôler l'entrée dans notre pays? À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio, nous parlons donc de cette vaccination qui risque, qui dans un article proposé dans la réforme du projet de loi santé imposerait la vaccination pour l'accès à certains endroits. Je vois une auditrice qui dit quoi? Parler de l'étoile jaune, c'est antisémite. J'ai pas prononcé le mot d'antisémite, j'ai juste dit que c'était pas comparable, que des gens qui ont porté l'étoile jaune ont été parfois exterminés, qu'on parle de Shoah, qu'on parle pas de vous exterminer si vous ne portez pas le vaccin. Donc je trouve que la comparaison est totalement complètement stupide et maladroite. Voilà, je voulais juste préciser ça, puisque visiblement certains d'entre vous ne comprennent pas que l'étoile jaune, ce n'avait rien à voir. Donc peut-être vous taperez sur Internet et vous verrez le sens de tout cela. Peut-être un mot avant de passer à l'accès à notre pays qui semble assez poreux sur ce projet de loi. Est-ce que c'est ce que disait finalement cette auditrice en message, c'est-à-dire Jean Castex va annoncer ça pour que Macron puisse politiquement dire derrière non, on n'a jamais dit ça. Comment vous le comprenez politiquement cet article-là qui oui, d'une certaine manière, dit si vous voulez accéder à certains endroits, il faudra être vacciné. Nelly Garnier? Je crois que parfois, là où on voit des choses... j'espère quand même pour nous que le gouvernement n'en est pas là de faire des fausses annonces pour que le président derrière puisse rattraper. Donc non, ça me paraît, je crois que ça me paraît un peu délirant comme explication. Mais ce qui est, même si c'est sûr que le choix de Castex, et on l'avait vu, hein, c'est quand Emmanuel Macron avait un Premier ministre qui brillait, c'était lui qui baissait dans les études d'opinion. On voit bien que là, aujourd'hui, c'est Castex qui prend toutes les critiques et que ça sert plutôt le président de la République. Mais justement, ce qu'on disait sur la question de la vaccination, qui est liée à une défiance dans nos autorités sanitaires, dans notre système de santé, dans notre gouvernement, aujourd'hui, on a une responsabilité qui est de recréer cette confiance en ayant de la transparence, un alignement entre le président de la République et son Premier ministre. Et je crois qu'il n'y aurait rien de pire que repartir sur ces... on a raté la phase de masque, on a raté la phase des tests, on ne peut pas se permettre encore de rater la phase de vaccination. Le pays va sortir complètement disloqué. Oui, et puis par rapport à ça, je crois qu'il ne faut effectivement pas prêter au gouvernement plus que ce qu'est sa logique. Sa logique aujourd'hui, c'est qu'il ne peut plus mettre en place les mesures d'ordre et de régulation de la société. Et donc, il est dans une fuite en avant pour les imposer de manière contrainte et autoritaire. C'est tout simplement ça. Si je dis ça, c'est parce que ce décret est quand même extrêmement important. C'est Victor Hugo qui disait... la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Et quand même, dans ce décret, la manière dont il est présenté, ce qui le compose, ça nous dit d'abord que c'est un dispositif... Oui, cette loi, pardon. Ça nous dit d'abord que c'est un dispositif pérenne. Autrement dit, ce qui est censé être une loi d'exception va devenir du droit commun. Ça, c'est le premier aspect. Et le deuxième aspect, c'est que ça crée un état d'urgence sanitaire, c'est-à-dire un sous-état d'urgence. Mais contrairement à l'état d'urgence, qui lui devait d'abord était passé par décret, puis devait ensuite être soumis au Parlement sous un mois,
cet état d'urgence sanitaire, lui, il s'affranchit totalement du Parlement. Donc déjà, sur la forme, ça change. Et puis sur le fond, excusez-moi, mais il y a des discriminations extrêmement importantes qui sont en train de se mettre en place, des discriminations à la santé. Vous voyez ce qui se passe au Royaume-Uni. Les gens allergiques sont potentiellement réactifs au vaccin qui est proposé. Et donc, ces gens-là vont naturellement pas aller se faire vacciner. Et donc, une discrimination s'impose à eux sur un critère de santé dont on sait qu'elle pourra avoir des conséquences non seulement sur certains déplacements, mais qui sait demain aussi pour l'accès à l'activité professionnelle. Et dernier point, je crois que c'est important quand même de mettre en lien les choses parce qu'elles s'imbriquent plutôt bien et il y a un Lego assez dangereux qui se met en place du côté du gouvernement. On a là une loi, effectivement pas un décret, une loi qui se met en place sur un régime pérenne de gestion des urgences sanitaires. Mais la semaine dernière, il y a 3 décrets, pour le coup, qui sont sortis. 3 décrets de fichage qui sont sortis sur la collecte des opinions politiques, des convictions philosophiques, religieuses ou mentionnant une appartenance syndicale et aussi à l'époque déjà des données de santé révélant une dangerosité particulière. Donc on a là un faisceau extrêmement cohérent qui vise à collecter des informations et nous savons trop dans ce pays, non pas en faisant référence à ce que vous évoquiez il y a un instant Valérie, mais en faisant référence à l'histoire du fichage dans ce pays qui depuis la fin ou depuis le début même du 19e siècle et le livret ouvrier de Napoléon, mais en passant également par les fichiers Tullard avant la Seconde Guerre mondiale ou les carnets anthropomorphiques des nomades qui sont devenus des carnets de circulation des gens du voyage. On a une histoire dans ce pays avec le fichage qui pose problème et aujourd'hui on est en train de dévaler une pente de ce point de vue-là qui est extrêmement dangereuse. Une réaction? Oui, Eric, je pense que vous êtes d'accord. Moi, je suis un grand ennemi du fichage, mais je le répète souvent, certains moins que d'autres quand même. Et donc, en fait, je voudrais quand même vous faire part de mon trouble sur cette affaire, parce qu'il se trouve qu'en même temps que je suis l'actualité, je lis et j'analyse un livre sans grande valeur littéraire, mais intellectuellement qui mérite question, qui est le Great Reset des fondateurs du Forum de Davos, qui est aujourd'hui un livre qui inspire très largement la réflexion du Forum de Davos, qui est un peu le syndicat des élites mondiales, en quelque sorte, même si cette expression mérite d'être beaucoup modérée. Et quand même, le Great Reset, la lecture de ce livre me trouble parce que c'est vrai que les auteurs, notamment le fondateur du Forum de Davos, ils plaident très largement, pour la mise en place d'une société de surveillance généralisée, avec tout moyen possible, et 2, plaident pour le maintien d'un long état d'urgence sanitaire permettant de modifier les comportements de la société. Et si vous voulez, plus je lis, il faut avoir à l'esprit que l'auteur de ce livre a été aidé par Thierry Malret, qui a été conseiller de Rocard et qui gravite dans l'orbite de la seconde gauche française. Et donc, ça me trouble parce que je vois bien quand même que cette idée que l'état d'urgence sanitaire doit durer longtemps et qu'il doit permettre de modifier en profondeur les comportements de la société pour des raisons écologiques, de protection, de santé publique, et qu'il doit drainer avec lui toute une technologie de la surveillance des citoyens. Je vois bien quand même que cette idée se met en place en France, par petits bouts. On saucissonne le morceau, si vous voulez. On ne nous dit pas d'un coup on va faire ça, mais petit bout par petit bout, on voit bien qu'au moins dans ce que j'appelle le gouvernement profond, il y a une technostructure qui a rédigé ce projet de loi. Je ne suis même pas sûr que Jean Castex lui-même l'ait lu intégralement. Je ne suis pas sûr qu'il sache tout ce qu'il y a dans le projet de loi qu'il passe au Parlement, mais il est à peu près sûr qu'il y a des services administratifs, une haute administration, qui aujourd'hui poussent à une généralisation de la surveillance. Alors, on a cité les 3 décrets qui sont sortis sur le fichage. On n'a pas parlé de l'arrêt du Conseil d'État autorisant le produit Alicem à faire de la reconnaissance faciale, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, la France est pionnière avec la Chine de la reconnaissance faciale des citoyens. On pourrait parler d'un certain nombre d'activités qu'on mène à l'étranger, notamment au Kazakhstan, de reconnaissance faciale des citoyens. Mais ça fait partie quoi, d'un grand projet, en fait, c'est ça? Oui, mais alors, si on peut parler, le Great Reset, c'est ce projet de Klaus Schwab porté par le Forum de Davos,
qui veut accélérer la numérisation de la société. Alors on voit après ce qui est essentiel, non essentiel, tout ce qui est du secteur de la culture, spectacle vivant, etc. Ça se numérise pas, donc finalement on ferme, c'est trop compliqué. Et puis l'autre chose, c'est une économie décarbonée, donc ça va dans le sens aussi des objectifs de l'accord de Paris, etc. Et c'est effectivement suivi aujourd'hui à la ligne, quasiment, par effectivement le gouvernement. C'est troublant. C'est troublant. Mais on n'est pas les seuls. Ça veut dire que ce serait une sorte de grande entente mondiale si je vous écoute, parce que quand sur vos lisez et vous lisez ce qui se passe à l'étranger, c'est la même chose. Non, en fait, Davos a lieu tous les ans. Alexis, si je peux en placer une. Alexis, ce qu'on n'a pas encore mis à jour, mais c'est un travail qu'on doit faire aujourd'hui d'investigation, c'est que la France a développé une série de consortiums, notamment avec des sociétés américaines, pour aller loin dans la reconnaissance faciale, dans la surveillance des citoyens, dans le big data de surveillance des sociétés. Et aujourd'hui, nous avons des intérêts économiques à travers une myriade de sociétés, à pousser de sociétés dont certaines sont très proches du ministère de l'Intérieur, à pousser ces technologies. Et la loi de sécurité globale, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'en réalité, elle est indispensable pour régulariser des pratiques qui ont été mises en place d'ores et déjà de surveillance. D'accord. Je ne sais pas, vous avez un avis, Nelly, sur ce que vous venez d'entendre, et François Coq? Non, mais moi, je pense que ça fait ce que je disais tout à l'heure. Vous voyez, il ne faut pas que sous prétexte de protéger les citoyens, il y a une demande de protection parce que vous avez vous avez de la violence, vous avez une menace terroriste, vous avez des idéologies qui prospèrent. Donc il y a une demande de protection de la part des citoyens. Il faut bien cibler les outils parce qu'effectivement, si ça ouvre un champ trop large, on ouvre effectivement un risque de fichage global, et ça a été la question des 3 décrets. C'est-à-dire quand on dit on ouvre dans la possibilité de faire entrer les gens dans les fichiers en fonction de leur mode de vie. Il faut spécifier quel est le mode de vie qui ne correspond pas à une infraction pénale qui mérite de faire rentrer dans le fichier. Si vous ciblez pas, parce que finalement le gouvernement ne veut pas dire exactement ce qu'il vise, quelle est la menace qu'il vise, vous ouvrez le champ à un fichage global. Alors à un moment, si la menace c'est l'idéologie islamiste, il faut dire quels sont les modes de vie dont on considère qu'ils traduisent une adhésion ou un prosélytisme de cette idéologie. Mais c'est là où le Conseil constitutionnel souvent est utile pour retoquer les dispositions. C'est quand elles sont trop larges et donc il faut être vigilant. Moi j'étais opposée à l'article 24. Je pense que l'autorité, la restauration de l'autorité, la protection des citoyens n'est pas antagoniste des libertés individuelles. Il faut le répéter aux Français parce que les Français ils sont en demande de protection et c'est légitime. Et nous, c'est notre rôle, chacun, qu'on soit des élus, qu'on soit des intellectuels, qu'on soit des leaders d'opinion, d'alerter dès qu'on voit une menace pour avoir des textes plus ciblés qui arrivent à faire la synthèse entre ce besoin de protection et la protection de nos libertés individuelles. Et puis, je crois qu'on est dans une période très particulière où il faut le dire, quand on renonce à des libertés, généralement, on ne les récupère pas derrière. Donc il faut vraiment y faire attention. Juste préciser à nos auditeurs, toujours sur Facebook, dont je lis parfois les commentaires, je ne peux pas tous les lire. Donc certains disent qu'Éric est complotiste, d'autres m'insultent, m'interpellent, on va dire, en me disant que je découvre la Lune. Je suis là pour poser des questions. J'étais au courant du Great Reset, mais je relance. Le boulot, c'est aussi de relancer, de poser des questions. Pour essayer d'imposer une visée, nous le savons. Les 30 dernières années ont été régies par le consensus de Washington qui a mis en place toute la financiarisation de l'économie et le néolibéralisme galopant. Bon, là, il y a de nouvelles orientations qui sont prônées. Le problème est que ces cercles d'influence sont ceux qui aujourd'hui sont écoutés et leurs desiderata sont retranscrits dans la loi. Sauf que moi, je fais partie de ceux, et je pense que la plupart de vos auditeurs seront d'accord avec moi sur ce point de vue-là, de ce point de vue-là, qui, dans la foulée de Rousseau, pensent que la loi est l'expression de la volonté générale. Autrement dit, ce n'est pas ces petits cercles d'influence qui devraient faire la loi et qui devraient effectivement retrouver des petits copistes dans les hauts cénacles gouvernementaux ou dans la haute administration
mais c'est l'émanation de la volonté du peuple qui devrait se retrouver dans la loi. On voit bien qu'on a là une rupture profonde, structurelle, qu'il va falloir résoudre. Sinon, on n'en sortira pas et on ira toujours plus vers un point de confrontation. Voilà. Et aujourd'hui, on essaie de nous présenter ça sous une forme complotiste qui, en réalité, est un problème démocratique et le problème démocratique majeur de notre temps. Allez, on va marquer une pause, Alexis. On va marquer une petite pause. On se retrouve tout de suite. Et je vois bien qu'on parle quand même de nos frontières, parce que j'entends ce que vous dites sur la restriction des libertés. Sauf qu'il y a quand même une incohérence au peu de contrôle qu'il y a à l'entrée des frontières. Je ne sais pas. Allez, à tout de suite. Non. Réagissez maintenant. Sud Radio 0826. Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi. On est ensemble et on commente l'actualité. Alors Alexis Poulain, vous vouliez reprendre justement sur ce que je voulais aborder, c'est-à-dire est-ce que la France est une passoire? Le Royaume-Uni donc fait face à une nouvelle flambée de l'épidémie. La France, comme d'autres pays de l'Europe, a fait le choix de suspendre pour 48 heures, parce que le virus, il va pendant 2 jours, il va dire on ne peut pas rentrer en France, donc on fait demi-tour. Alors attendez, laissez-moi finir. Les vols avec le pays, donc à partir de dimanche 20 décembre, c'est jusqu'au 22 décembre. Mais on a vu encore une fois des trains arriver. On a vu des contrôles à Roissy qui n'en étaient pas. Moi, de gens que je connais qui sont revenus, où j'ai vu même des tweets de gens qui racontaient arriver des États-Unis et n'avoir eu aucun contrôle, que les tests PCR sont demandés, mais vaguement regardés. On colle une pastille dessus, il y a un deuxième mec qui contrôle, il n'y a aucun par rapport à d'autres pays où le nom est vérifié par rapport au test. Notre pays est une passoire. Et je voyais ce matin quelqu'un poser la question de ces gens qui sont partis skier en Suisse, de ceux qui sont partis dans d'autres pays. Comment est-ce que les frontières aujourd'hui servent à quelque chose? Est-ce que les frontières peuvent être bloquées ou pas? Alors Alexis, je vous laisse la parole. Il faudrait beaucoup de moyens, il faudrait une volonté politique, il faudrait aussi gérer cette crise de manière sanitaire, ce qui n'est pas le cas. Mais je crois qu'on a à la tête de l'État, de toute façon, des gens qui ne sont pas là pour défendre les intérêts. On parlait tout à l'heure du danger de ficher tout le monde, mais de pair avec l'absence de frontières, il y a la façon dont on vend des services au privé qui ne devraient pas l'être. Des données de santé, notamment. Le Health Data Hub, qui est toutes les données de santé des Français vendues à Microsoft. Ça, c'est scandaleux. Donc, comment voulez-vous que vous ayez protéger et les frontières et les intérêts de l'État par des gens qui n'en ont rien à faire, qui sont là pour finalement faire que le marché fasse la loi, et encore, pas forcément, puisqu'il faut le réglementer d'une certaine façon. Pour les frontières, c'est clair. On a rien fait. Déjà, lors de la découverte de ce virus, on est allé chercher des ressortissants français pour les sauver de Wuhan, et on a importé le virus tranquillement par avion militaire, peut-être. C'est un peu cliniqué tout ça, non? C'est pas très... Alors... Qui veut intervenir? Je pense que dans l'Oise, ça a été un des premiers clusters. Oui. Et puis les frontières, on n'a jamais voulu les fermer. L'espace Schengen, on n'a jamais voulu le fermer réellement, puisqu'il faut surtout pas attaquer la libre circulation des biens et des personnes, sauf quand ils sont migrants. Ceux-là n'ont pas le droit de passer, et encore, ils passent quand même avec l'aide des passeurs. Mais on est dans un pays où l'idéologie fait que on ne peut pas fermer finalement, on ne peut pas assurer une protection aux frontières, ni les aéroports. Mais je ne comprends pas. Vous voudriez, vous, qu'il y ait plus de contrôle ou pas aux frontières? On est sérieux dans la gestion sanitaire de ce virus. Pour en stopper la propagation, on ferme tout pendant 2 semaines. Déjà, rien que ça va aider. Mais tout, vraiment. Sauf pour cas... On le demande. Alors, Nelly Garnier, on va faire tourner la parole parce qu'il ne nous reste pas énormément de temps. Nelly. Non, moi je ne suis pas d'accord. Aujourd'hui, vous avez de tels échanges entre tous les pays que nous n'aurions pas pu, aucun pays n'aurait pu, en fermant totalement ses frontières, se mettre sous cloche et se protéger de la propagation de ce virus. Aujourd'hui, quand on ferme les frontières, qu'est-ce qu'on essaye de faire? C'est comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on essaye de réduire, de limiter les brassages et de retarder le moment où la propagation, elle va être forte dans les autres pays. Mais on ne sait même pas aujourd'hui si cette mutation, elle est propre au Royaume-Uni. Et vous avez aussi des experts, des scientifiques qui ont dit finalement le Royaume-Uni, il est leader dans le séquençage. Ça veut dire il a été finalement peut-être le premier à détecter cette variante parce que c'est une spécialité qu'il a, et ça ne veut pas dire que cette variante, elle est propre au Royaume-Uni et qu'elle n'est pas née ou ne s'est pas développée aussi dans d'autres pays
où elle n'a pas encore été détectée. Et on a vu que l'Italie a déclaré un premier cas, et peut-être d'ailleurs que nous avons depuis plusieurs jours des cas en France qu'on n'a pas encore su détecter. Absolument. Donc je crois que ce qu'on veut, c'est aujourd'hui ce qu'on essaye de faire. Vous savez, on travaille au jour le jour, on essaye d'aplanir la courbe, on essaye de limiter les brassages, on essaye de préserver nos capacités hospitalières, mais personne ne peut se dire que on enferme totalement et qu'on pourrait mettre telle catégorie de population ou tel pays complètement sous cloche en le protégeant totalement du virus. Donc il y a une forme de pragmatisme. On va pas non plus enfermer des ressortissants français, les cadenasser dans d'autres pays. Bon voilà, là on essaye de retarder le moment où arrive ce virus. D'ailleurs, dont je déplore qu'on ait dit que c'était un virus mutant, parce que un virus ça mute en permanence. Oui, et là, ça, oui. Le virus mutant, c'était quand même comme créer une vague de panique à l'approche de Noël. Donc il faut avancer avec pragmatisme, et puis il faut être tout à fait conscient sur le fait que cette variante du virus, elle est probablement déjà en France, ou si elle ne l'est pas, on va la détecter dans quelques jours. Ouais, enfin, c'est peut-être du pragmatisme, mais c'est du pragmatisme qui fonctionne sur la base de préceptes qui sont complètement erronés et qui sont le dogmatisme de celles et ceux qui nous gouvernent. Je dis ça parce qu'Alexis Poulain, à juste titre, mettait tout à l'heure l'accent sur la dimension de l'espace Schengen. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe depuis 48 heures? On ne reprend pas le contrôle complet de nos frontières d'un point de vue sanitaire, tout simplement parce que ceux qui nous gouvernent aujourd'hui pensent qu'il faut d'abord avoir un accord au niveau de l'Union européenne et au niveau de l'espace Schengen pour prendre une décision collective. Autrement dit, on s'immobilise, on s'empêche d'agir sur ces questions-là. C'est un abandon revendiqué de souveraineté de la part de celles et ceux qui nous gouvernent, dont on paye le prix d'un point de vue sanitaire. Ce qui doit surplomber l'ensemble des décisions aujourd'hui, c'est la libre circulation des personnes, qui est l'un des 4 principes fondamentaux de l'Union européenne. Eh bien, à un moment donné, on doit aussi pouvoir, parce que le pragmatisme, ça serait ça, l'intérêt de la nation, l'intérêt de la patrie, l'intérêt de notre peuple, ça serait de prendre les mesures qui s'imposent, et notamment d'un point de vue sanitaire. Et celles et ceux qui nous gouvernent sont tellement imbibés de cette pensée européiste et de libre circulation qu'ils font exactement l'inverse de ce qui devrait être fait. Éric Verhaeghe. Ce matin, il y avait... Moi, je vais vous dire... Oui, allez-y, dites. Non, c'était juste pour préciser que ce matin, sur Sud Radio, il y avait Fabien Roussel, donc secrétaire national du PS, qui, lui, estimait que les frontières sont utiles avec un virus comme celui-là. Et voilà, c'est ce qu'il disait. C'était ce matin sur Sud Radio. Je vous laisse la parole, cher Éric. Je vais vous dire encore quelque chose de politiquement incorrect et complotiste sans doute. J'adore le bordel français. Et donc moi j'en ai profité puisque pendant le confinement j'étais à la recherche d'un bien immobilier en France. J'ai été pris dans un contrôle de gendarmerie. Et j'étais très heureux de voir que les gendarmes laissaient passer 9 voitures sur 10. Et donc j'ai échappé à l'amende et je m'en suis félicité. Et je trouve particulièrement délicieux de voir qu'il y a des élus ou des responsables politiques qui ont l'illusion d'avoir de l'autorité sur ce pays et qu'en réalité, la France continue à vivre dans son espèce de bordel, de laxisme habituel. Et je m'en félicite parce que le jour où nous perdrons cette espèce de système D permanence, cette espèce d'arrangement avec la réalité, je pense que ce pays deviendra définitivement invivable. Vous avez remarqué que Paris est déjà devenu une ville invivable à force d'interdits dans tous les sens, de circulation, de bidules, de machin. Et je trouve très bien qu'on garde quand même des espaces de liberté et je me félicite de la désorganisation régulière de nos forces de police parce que ça nous donne encore de la liberté. J'ai toujours dit, les fonctionnaires nous rendent un grand service lorsqu'ils arrêtent de travailler. C'est le meilleur service qu'ils puissent rendre à la population. Oui, Juliette me rappelle que j'ai dit Fabien Roussel, secrétaire national du PS. Non, c'est du PCF. Du PC. Ma langue a évidemment fourché. Ça existe encore. Ça existe encore. Vous allez fâcher François Coq. Voilà, absolument. Mais c'est vrai qu'on se demande quand même... alors, pas de frontières, mais le virus va continuer de circuler. Qu'est-ce qu'on fait ? Et on est moins contrôlé qu'ailleurs. Je peux vous dire qu'en Espagne, quand vous arrivez, vous devez avoir un code, vous devez avoir un test PCR. C'est Schengen. Et en France, non. Non, mais on fait avec comme on... ensuite. Oui, non, on vous entend, Nelly. On vous entend. Non, on fait comme on peut avec des forces de sécurité qui sont limitées, qui sont aussi épuisées par un certain nombre
choses. Et c'est pour ça qu'on l'a toujours dit, cette crise, elle repose aussi sur la responsabilité individuelle. Mais pour qu'il y ait responsabilité individuelle, il faut qu'il y ait une compréhension de ce qui est demandé, une adhésion de la population. Et aujourd'hui, ce qui a été le gros échec de la gestion gouvernementale, c'est qu'il y a eu un certain nombre de revirements, d'allers-retours permanents qui fait que la population n'a jamais adhéré à ce qu'on lui demandait. Mais là, on voit bien que, par exemple, sur la question de Noël, on va voir comment les choses se passent. Mais je pense que personne n'a envie de contaminer les membres les plus fragiles de sa famille. Donc, c'est des moments forts aussi de responsabilité individuelle. Mais la réponse doit être sanitaire et pas sécuritaire. Voilà, tout simplement. Il y a une étude qui est sortie aujourd'hui qui nous dit Attendez, pardon. Quelle est la différence entre sanitaire et sécuritaire? C'est qu'il y a un moment où il y a un moment où le sanitaire devient sécuritaire. C'est-à-dire que quand vous devez rentrer dans un pays et montrer un test PCR, vous pouvez considérer que c'est sécuritaire, mais c'est sanitaire aussi. Au mois de mai, regardez l'étude qui est sortie aujourd'hui, sur 10 personnes qui étaient symptomatiques, je ne parle pas des asymptomatiques, des 10 personnes symptomatiques, il y en a 9 sur 10 qui n'ont pas été diagnostiquées au moment du confinement. Autrement dit, l'organisation de la chaîne de santé, l'organisation sanitaire de notre pays a fait que le virus a pu continuer à bas bruit, à circuler avant de reprendre plus tard. Là, il n'est pas question de sécurité ou de quoi que ce soit. C'est simplement qu'on a des dysfonctionnements, on a des gens qui sont incompétents aux manettes et qui n'ont pas fait le nécessaire et qui n'ont pas pris la mesure de ce qui se passait. Éric sourit, Éric Vérac. Oui, parce qu'en fait, je vais vous dire, j'ai eu très récemment le Covid, donc déjà tous ces débats m'échappent un peu, mais vous savez, c'est la vie, la vie c'est la mort. Hein. Il faut apprendre qu'à un moment donné, nous ne pourrons pas vivre en sécurité totale, sauf à avoir une vie complètement dépourvue d'intérêt. Je préfère vivre malade et heureux que vivre malheureux et en bonne santé. Mais je crois que ce virus a rendu fou et continue d'ailleurs parce que le taux de mortalité en fonction des âges n'est pas le même, parce que on s'en sort avec un système de santé assez robuste. En fait, le problème c'est quoi? C'est les soignants qui sont débordés, c'est le manque de moyens et puis c'est le manque de traitement évidemment. Mais sur un virus comme celui-là, on a choisi de créer, de rajouter une crise économique à la crise sanitaire. Et 2021 risque d'être encore plus sombre que 2020. C'est fini. Je vais me faire tirer les oreilles par Philippe David que vous allez retrouver dans un instant. Et très bonne fête à vous et on se retrouve de toute façon demain. Nous, on sera encore là et prenez soin de vous. Merci à vous. Dans un instant, Philippe David.